Selon une vieille légende maori, la princesse Niwaraka du Pô, donc du monde des ténèbres, des ancêtres, s'est un jour rendue dans le Ao, le monde du dessus. Elle a rencontré le jeune guerrier Mataora et tous les deux tombèrent fous amoureux. C'était un amour vraiment passionnel et un jour, une grande dispute a éclaté entre eux. Alors Niwaraka a décidé de laisser Mataora et retourner dans son royaume dans le monde des ténèbres. Rongé par le chagrin, Mataora s'est tout de suite lancé dans un grand périple pour retrouver sa bien-aimée et il s'est même peint le visage pour être plus beau une fois qu'il l'aurait retrouvée. Une fois arrivé dans le royaume des ancêtres, dans le royaume des dieux, dans le Pô, il implora le pardon de sa bien-aimée qui décida de lui accorder. Mais lorsque les autres divinités qui vivaient là découvrirent les peintures sur le visage de Mataora, cela déclencha une hilarité générale parce que ici, les dessins que l'on porte sont éternels. Alors Wetonga, le père de Niwaraka, enseigna à Mataora l'art du tamoko. Dans un premier temps, il le tatoua lui-même pour que Mataora se rende compte de la douleur qu'il fallait être prêt à supporter pour être digne de porter un tamoko et de ce fait du mérite que cela représente d'avoir un tamoko. Ensuite, Mataora apprit lui-même à tatouer, se perfectionna et un jour où Wetonga n'eut plus rien à lui apprendre, alors le couple retourna dans le Ao, dans le monde des vivants, et notamment dans le but d'offrir cet art sacré aux Maoris. Aujourd'hui encore, de nombreux Maoris de Nouvelle-Zélande portent le tamoko, bien que ce soit une forme de tatouage particulièrement visible et affirmée dans une société pourtant globalement occidentalisée. Et je m'aventurerais peut-être même à vous dire qu'on voit de plus en plus de tamoko, et particulièrement chez les femmes. Et donc dans ce nouvel épisode des Tattoo Séries, on va aborder ce très fort symbole identitaire qu'est le tatouage du visage, toute son origine sociale, culturelle, ses significations, son histoire, mais aussi sa renaissance. Et tout ça en plus, ça va nous amener à une question clé de l'anthropologie qu'on développera un peu plus tard, alors restez là. Si j'ai décidé de vous faire cette vidéo sur le tatouage du visage maori aujourd'hui, c'est notamment parce que je vous ai posé la question sur Instagram. Je vous avais fait un petit sondage en vous demandant si vous préféreriez une ethnochronique ou une tattoo série et vous avez voté pour une tattoo série. Je voudrais quand même vous proposer de vous abonner à mon Instagram qui est tout simplement @lesethnochroniques si vous voulez avoir des petites infos que je vous mets par-ci par-là ou encore participer à des sondages comme ça où je vous demande de quel sujet vous voudrez que je parle dans la prochaine vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis d'activer la petite cloche parce que je poste pas à des dates régulières et que donc grâce à cette petite cloche vous serez notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Les Maoris, c'est donc la population autochtone de Nouvelle-Zélande. Le mot Maori, il désigne en fait les êtres humains dans le sens les mortels, pas les divinités, pas les ancêtres. Et d'ailleurs, toutes les cultures polynésiennes étant assez proches, pour tous les gens qui sont des non-divinités, on va dire par exemple des Maoli en hawaïen, des Maoi en tahitien. Parce qu'effectivement, tous les peuples polynésiens ancestraux viendraient d'un même endroit, d'une île mythique qui s'appelle Hawaiki. En réalité, il s'agirait très certainement de l'ensemble des îles Tonga, Samoa, Wallis et Futuna. Et ce serait effectivement là le noyau de la population polynésienne. Et on observe les premières différences entre les populations de Polynésie apparaître après les premiers siècles après Jésus-Christ, lorsque les Polynésiens ont commencé leur migration vers de nouveaux territoires. Pour vous décrire un peu la pensée maori, la philosophie maori, et qu'on puisse comprendre pourquoi le tatouage il a une ampleur pareille dans cette culture-là, il faut déjà comprendre que les Maoris, ils ont une approche particulière de pas mal de concepts généraux. Ils ont également une organisation sociale ultra hiérarchisée, et il y a donc un très grand respect des anciens et une vénération pour la généalogie. Dans la culture polynésienne et particulièrement maori, on accorde une très grande importance à la communication. On retrouve de la communication sous plein de formes. Par exemple la danse avec les haka ou encore le chant. Les Maoris sont aussi très connus pour leur sculpture et puis le tatouage peut complètement rentrer dans cette catégorie de pensée-là aussi. Parce que le tatouage c'est toujours un moyen d'expression symbolique et en l'occurrence vraiment de son identité, et particulièrement pour le tamoko, pour le tatouage du visage, de ses origines, de sa généalogie, de son waka papa. La généalogie et les ancêtres, c'est quelque chose de tellement important dans la culture maori que ces derniers sont capables de décliner leurs ancêtres jusqu'au temps mythique de Hawaiki. Aussi, les Maoris sont connus pour être un peuple particulièrement guerrier. Tant bien même que les premiers colons croyaient que les Maoris avaient une génétique particulière différente de celle des autres êtres humains du monde.
Et d'ailleurs, on observe qu'il n'y a jamais eu vraiment d'unité maori globale. L'histoire maori, elle est vraiment pleine de guerres interclaniques, bien que tous les Maoris se rejoignent autour d'une culture similaire, de croyances similaires et d'une très puissante union spirituelle. Quant au fait de se tatouer le visage, il pourrait potentiellement venir de deux traditions. La première, selon laquelle les guerriers maoris, plutôt que de se peindre le visage avec du charbon avant chaque combat, ont commencé à se tatouer pour rendre ces peintures de guerre indélébiles. Et cela, ça avait en plus des qualités très fonctionnelles, parce que ça permettait aussi d'identifier les morts après la bataille, parce que dans les combats maoris, il y avait beaucoup de décapitations. La deuxième origine potentielle du tamoko, ça serait que le tatouage du visage serait en fait dérivé d'un rituel funéraire, un rituel de deuil pratiqué par les femmes qui auraient perdu leur mari à la guerre et qui donc se lacéraient le visage avant de le frotter avec des cendres et donc de marquer de manière indélébile le souvenir du défunt, l'appartenance avec cette personne. Dans les deux cas, ce qu'on cherche à montrer, c'est quand même son lien, son appartenance, qui est quelque chose de finalement si important qu'on porte ça sur le visage, qui est une zone que on peut cacher à personne. La tête étant la partie la plus sacrée du corps selon les Maoris, les rituels du tatouage, ils sont donc sacrés assez évidemment, et comme tout ce qui est sacré, cela entraîne forcément des interdits. Lorsqu'on va recevoir un tamoko, il faut déjà observer une longue période d'abstinence sexuelle, il ne faut pas manger avec les mains, aussi la cabane de tatouage elle va être détruite après l'opération, elle va être brûlée dans un processus de purification. Le tamoko il se découpe aussi en 8 sections pour parler un peu du symbolisme, et je vous mets à l'écran une illustration des divisions et de ce que ça veut dire selon la disposition des motifs sur le visage. Mais qu'en est-il du tamoko aujourd'hui? En 1850, il faut savoir que le tamoko était quelque chose d'extrêmement méprisé par les colons. Et donc, la tradition, elle a commencé à un petit peu s'estomper avec la colonisation, la christianisation, jusqu'à être carrément interdite. Parce que le tamoko était trop spectaculaire et beaucoup trop caractéristique. D'autant que porter des marques tatouées sur le visage, pour des occidentaux, c'est une marque de marginalité, d'anticonformisme, et en fait c'est carrément l'inverse de ce que ça représente dans les cultures maoris. Mais malgré la domination culturelle, les Maoris ils ont toujours gardé un lien assez étroit avec leur culture traditionnelle, et en fait le tamoko n'est jamais mort. Et un point qui me fait vraiment sourire et que je trouve très intéressant, c'est que si la tradition du tamoko a survécu, c'est notamment grâce aux femmes, ou plutôt grâce à la domination patriarcale européenne chrétienne. Parce que a priori, dans l'histoire maori et dans l'histoire du tamoko, ce n'est jamais arrivé que les femmes cessent de se tatouer et de porter notamment le tamoko féminin traditionnel, le tatouage du menton, qui s'appelle le moko kauae. Parce que les hommes, eux, ils ne pouvaient plus porter le tamoko sur le visage. Ils allaient travailler avec les occidentaux, ils allaient travailler avec les blancs, le tatouage était interdit, ils ne pouvaient plus porter de tatouage visible, ils ne pouvaient plus se tatouer le visage. Mais les femmes, elles, relayées au rôle de femmes au foyer, socialement complètement invisibles, ont finalement toujours pu continuer de se tatouer. Parce que finalement, enfermées dans leur petite maison à faire la cuisine et le ménage, elles étaient finalement complètement à l'abri de ce qu'elles nomment aujourd'hui Victorian, misogynistic, Christian ideologies. Dont elle parle dans un documentaire super intéressant que je vous mets en barre d'infos qui s'appelle Marks of Mana. Aussi, on a des traces archéologiques de ce qu'était le tamoko masculin avant l'interdiction, notamment grâce à un missionnaire allemand qui s'appelle Karl von Stenein, qui avait fait plus de 400 schémas, plus de 400 dessins de tamoko traditionnels lorsqu'il s'est rendu en Nouvelle-Zélande au 19e siècle, permettant donc aux dessins traditionnels de survivre également. Mais il y a aussi une autre raison qui est carrément sordide. Les familles dont des guerriers avaient par exemple été décapités conservaient les têtes tatouées de leurs défunts. Ils les embaumaient, ils les gardaient dans leur maison. Et du coup les occidentaux, qui étaient complètement fascinés par ces têtes-là, ils les voulaient pour leur musée. Et ça a donné naissance à un vrai marché qui a complètement altéré les pratiques traditionnelles, parce que les Maoris se sont mis, pour certains, à chasser des têtes, uniquement dans un but commercial, ou encore à tatouer post-mortem des visages pour les vendre aux collectionneurs européens. Aujourd'hui, la plupart des têtes tatouées embaumées ont été rendues aux Maoris. Néanmoins, si vous envoyez dans un musée, que celui-ci soit Maori ou non, il va être extrêmement difficile de définir s'il s'agissait d'un tamoko porté du vivant d'un être humain, donc un vrai tamoko ou non. Et puis, depuis les années 60-70, on voit une nouvelle
immense émergence du Tamoko. Il est réclamé comme expression de l'identité maori, il est devenu un symbole extrêmement puissant, il a toujours été, mais là il est en train de reprendre encore plus de sacralité, et c'est sans doute à cause des dégâts de la colonisation. Parce que si on réfléchit bien, le Tamoko il renvoie à ce qu'il y a de plus sacré pour les Maoris, donc à la généalogie et aux ancêtres. L'arrivée des colons en Nouvelle-Zélande, ça a complètement biaisé cette continuité généalogique, parce qu'il y a des clans et des familles qui se sont retrouvés séparés, parce qu'on a dû arrêter de pratiquer le Tamoko pendant un certain temps, parce qu'il y a eu certainement des métissages entre les colons et les Maoris. Et donc quelque part, dans ce contexte actuel, le Tamoko il gagne vraiment beaucoup en sacralité. Parce que maintenant, le peuple maori est reconnu, il a le droit de pratiquer sa propre culture, et du coup, en inscrivant définitivement cette appartenance généalogique sur son visage, on récupère un peu cette généalogie qui a été volée, qui a été brisée par endroits, on réinscrit le lien avec sa culture et avec ses ancêtres. Et le fait que le Tamoko se porte sur le visage, j'en ai déjà parlé, mais c'est quand même, je trouve, la symbolique la plus importante, la seule zone du corps qu'on peut pas vraiment cacher. Porter quelque chose sur le visage, c'est une très puissante affirmation identitaire, c'est un vrai engagement. Avec soi, déjà, et face aux autres, et un vrai engagement dans le sens où il n'y a pas de retour en arrière possible. Dans la société moderne, occidentalisée, l'engagement c'est quelque chose qui perd vraiment de sa valeur, qui se fait, qui se défait. Mais un tatouage sur le visage, il faudra pour toujours en assumer la responsabilité. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment autant d'interdictions autour de la cérémonie du tatouage. C'est une cérémonie qui va quand même se passer dans des conditions culturelles propres et particulières, à savoir dans une grande pièce, entourée de beaucoup de ses proches, accompagnée de haka, donc de danse, de chant. Et les tatoueurs encore aujourd'hui, ils vont préférer généralement travailler en dessinant directement sur le visage de la personne. Et en plus, la plupart des tatoueurs, ils vont toujours utiliser les techniques traditionnelles, c'est-à-dire un burin en os qu'on appelle le oui, qui vient en fait couper la peau, faire des incisions, et dans ces incisions, le tatoueur, il va manuellement insérer de l'encre. Et en fait, on voit dans toutes ces choses-là que c'est une très ancienne tradition, le Tamoko, mais qui est complètement en train de se réinventer. Aujourd'hui, les porteurs de Tamoko en Nouvelle-Zélande, ils peuvent potentiellement être victimes de racisme, de stigmatisation, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement la Nouvelle-Zélande elle est très marquée par la culture maori. Et donc le Tamoko il est de plus en plus accepté et il est de plus en plus normalisé sur ses terres d'origine. Il y a de plus en plus de personnalités très connues qui portent le Tamoko, comme par exemple des officiers de police, mais aussi des présentatrices et des présentateurs télé très connus, et même la parlementaire Nanaia Mahuta. Il y a des gens aujourd'hui âgés alors de 50, 60, 70, 80 ans qui n'osaient pas avant et qui aujourd'hui vont se faire orner de leur Tamoko. Et d'ailleurs, pour vous dire que c'est quand même une réinvention de la tradition aussi, à l'époque les femmes se faisaient tatouer le menton pour symboliser le passage à l'âge adulte ou le mariage ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, cette croyance, elle s'est un peu modifiée et la version moderne, c'est que en fait, chaque femme maori, elle porte pendant toute sa vie son moko près de son cœur et que en fait, le tatoueur, il va simplement le ramener à la surface dès que cette dernière est prête. On n'y voit plus vraiment l'idée de rite de passage, donc aujourd'hui, de porter son tamoko, c'est même plutôt la manifestation physique de la fin d'un parcours d'acceptation de ses origines et d'affirmation du lien avec son waka papa. Finalement, le Tamoko, il montre l'importance qu'a l'identité. À quel point c'est important d'appartenir à un groupe, tout en se démarquant surtout des autres groupes aussi. Lévi-Strauss, il disait que la crise identitaire, ça serait certainement le nouveau grand mal du 21e siècle. L'identité, finalement, c'est quelque chose qui nous est donné très concrètement à la naissance, en nous faisant d'abord appartenir à une généalogie via le nom de famille, et où à l'intérieur de cette collectivité, le prénom nous individualise. Et le Tamoko, justement, il marque à la fois l'individu, parce que chaque Tamoko est unique, et que chaque positionnement dans la généalogie est aussi unique forcément, mais du coup ça marque aussi cette idée de famille, de clan, de groupe auquel on appartient. On observe quand même que cette recherche, cette demande d'identité, elle est très présente surtout dans des situations de population dominée ou soumise à des inégalités. Et là, c'est clairement le cas face aux colons chrétiens, aux occidentaux, aux blancs. On remarque que ceux qui portent en premier lieu le Tamoko, ce sont les Maoris, mais aussi les femmes.
La question de l'identité, c'est un truc qui est hyper complexe, dont on va reparler dans la prochaine vidéo un petit peu. Et pour ceux que ça intéresse, je vais vous mettre en barre d'infos un texte de Anne Gottman qui est super intéressant pour s'initier au sujet de l'identité, de la question d'appartenance, etc. Il faut aussi voir qu'en sciences sociales, c'est quand même difficile de définir ce qu'est une ethnie, ce qu'est une communauté. Finalement, c'est plus la croyance en l'appartenance qui compte. Le social prime complètement sur le biologique, parce qu'il va pas y avoir de différence radicale biologique entre différents êtres humains. Cependant, on va quand même pas faire partie de la même communauté parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes croyances. Et donc, comme toute chose sociale, c'est flexible. On peut pas définir une ethnie, que ce soit par la langue, par l'histoire, par le territoire, par la religion, par les coutumes, par l'organisation sociale, ou même par l'organisation politique. Tous ces arguments, ils sont invalides. Ils sont pas recevables parce qu'ils peuvent être partagés par différents groupes, parce qu'ils ne définissent pas clairement une frontière non plus. Par contre, ce qu'on peut clairement dire, c'est qu'un groupe ethnique est défini par sa croyance en le fait de former une communauté et d'appartenir à une communauté. Et de ce fait, si l'identité c'est une croyance, elle a donc différents producteurs. Les représentations d'un groupe, ça change tout le temps de forme, de contenu. Il y a plein de choses à prendre en compte, comme par exemple les gatekeepers, les leaders d'opinion, qui vont complètement modifier les discours identitaires. Les catégories sociales sont finalement toujours imposées par les groupes dominants et les dominés qui intériorisent leur catégorisation. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la domination symbolique. Et on peut donc dire que le sentiment d'ethnicité, d'appartenance à une ethnie, repose sur un travail de construction sociale des différences finalement, parce que imaginer que l'on fait partie d'une identité collective, d'un groupe, c'est surtout croire en sa différence avec les autres. Pour autant, les identités, elles existent quand même comme des faits de nature. Ce n'est pas parce que quelque chose est construit qu'il est imaginaire et qu'il est invalide. Et ça, c'est un sujet qui ouvre la porte à des grands domaines de réflexion en anthropologie. Et donc, je viens de vous teaser complètement la prochaine vidéo, mais du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le tatouage maori vous a plu, vous a vraiment intéressé. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, si vous voulez me soutenir, je vous invite vraiment à vous abonner déjà, à me suivre sur Instagram, à aussi partager cette vidéo un maximum, à liker, à commenter. Puis vous pouvez aussi, pour ceux qui le souhaitent, me soutenir financièrement sur Tipeee. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. D'ailleurs, n'hésitez jamais à aller voir la barre d'infos parce que je vous mets plein de liens qui sont potentiellement intéressants si les sujets de mes vidéos vous intéressent. Et sur ce, ça va être la fin de cette vidéo et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle ethnochronique cette fois-ci.